Donc, bonjour, je suis tellement heureuse de cette troisième rencontre avec une musicothérapeute pour la première fois dans la rubrique Rencontre avec Émilie. Émilie Thomer, c'est ça? Je... Vas-y. Ok, donc Émilie, je te laisse te présenter. Alors bonjour, je suis Émilie Tromer-Navarresi, je suis musicothérapeute clinicienne et neuromusicothérapeute depuis une petite dizaine d'années maintenant et je travaille actuellement à 100% en cabinet libéral dans le Jura. D'accord. Alors, Émilie, est-ce que tu peux parler un peu plus de ton parcours? Comment est-ce que tu es arrivée à devenir musicothérapeute? Alors, à la sortie du bac, je me suis formée à la musicothérapie d'abord par le diplôme universitaire de Montpellier, que j'ai validé en 3 ans. Et ensuite, j'ai validé le master art-thérapie à Paris en 2 ans. Donc, au total, j'ai fait 5 années d'études pour devenir musicothérapeute. Quand même, c'est un long parcours, hein. D'accord. Et aujourd'hui, alors, tu es en libéral, c'est-à-dire tu as un cabinet et tu reçois les gens, c'est ça? Si tu peux expliquer, surtout aux personnes qui nous regardent là et qui posent tellement de questions, comment ça se passe, comment consulter, voilà. Alors oui, c'est tout neuf pour moi, hein. Je suis musicothérapeute de libéral depuis 1 an maintenant seulement. Avant, j'étais salariée en institution. Donc effectivement, j'ai un cabinet, peut venir me consulter qui le souhaite. Et je travaille aussi beaucoup avec les institutions qui sont autour de chez moi et qui font appel à moi pour un tas de missions, mais qui sont celles du musicothérapeute. Mais du coup, je n'ai plus actuellement de statut salarié. Je suis à 100% indépendante. Qui peut venir te consulter, Émilie? Monde. Par exemple, là, quand on dit les enfants qui ont des troubles de comportement, les enfants autistes, comment ça se passe une prise en charge? Alors, après, qui peut venir me consulter? Moi, j'ai quand même la spécificité de travailler en rééducation avec la neuromusicothérapie. Donc, en neuromusicothérapie, on travaille principalement sur tout ce qui est troubles moteurs, troubles au niveau cognitif et troubles au niveau du langage. C'est vraiment l'objectif, c'est vraiment d'atteindre, s'inscrire dans une dynamique de rééducation. Mais à côté, je suis d'abord musicothérapeute clinicienne et du coup, là, je peux accompagner tout type de personnes avec tout type de besoins. Comment ça se passe exactement? Donc souvent, les patients arrivent vers moi parce qu'ils sont orientés par un autre professionnel de santé. Soit une psychologue, soit un pédiatre, soit un psychiatre, voilà, ça peut être, ou un ostéo, enfin voilà, ça peut être vraiment tout type de professionnel. Donc, moi, je propose toujours d'abord de faire passer un bilan psychomusical pour mieux connaître le patient. Donc, il y a d'abord un entretien où on va discuter du patient, de pourquoi il vient me voir, mais aussi surtout quel est son rapport à la musique, quel est son rapport au sonore en général, comment il l'utilise à la maison, ce qu'il aime pas. Voilà, vraiment le connaître un peu mieux sur cet aspect-là. Ensuite, je leur propose de faire passer un test réceptif où là, je leur fais passer une succession d'extraits sonores et j'observe comment ils se comportent, comment ils réagissent et puis aussi, j'accueille ce qu'ils veulent bien m'en dire. Et lors d'un troisième rendez-vous, je fais passer un test actif. Là, je leur propose différents objets sonores et je les mets dans des conditions différentes en leur demandant de les utiliser. Moi, pour observer un petit peu vers quel type d'objets ils vont aller spontanément et puis surtout musicalement, ce qu'ils vont en faire aussi dans la construction musicale. Et à l'issue de ces 3 rendez-vous, je fais un rendez-vous de synthèse avec le patient et ou ses parents si jamais c'est un enfant pour faire le point du coup sur ce que moi j'ai observé, leurs besoins, les objectifs et surtout s'il est pertinent ou non de mettre en place une musicothérapie. Si c'est pertinent, ce qu'on va faire, enfin ce que je leur propose de mettre en place comme protocole thérapeutique, et si c'est pas pertinent à mon sens de mettre en place une musicothérapie, je vais essayer de les réorienter vers un professionnel dont la spécificité sera plus à même de les aider dans leurs besoins.
D'accord. Voilà un petit peu. C'est très, très intéressant tout ce que tu racontes. D'accord. Et je sais que, Émilie, tu es très, très active dans la Fédération française de musicothérapie. Est-ce que tu peux nous parler un peu, c'est quoi la fédération? Pourquoi elle existe? Alors, la Fédération française de musicothérapie, elle a été créée en 2003, d'abord par certains organismes de formation en musicothérapie pour travailler à la reconnaissance du métier et surtout pour travailler à la réglementation de l'usage du titre de musicothérapeute. Parce qu'il y a une chose importante actuellement en France, c'est pas le cas dans tous les pays, mais c'est le cas en France, le titre de musicothérapeute n'est pas protégé. Ça veut dire que tout le monde et n'importe qui peut se dire musicothérapeute et peut pratiquer en tant que musicothérapeute. Donc la Fédération française, son premier objectif, ça a été de travailler à donner un cadre à cette profession. Donc ça passe par la formation, ça passe par un code de déontologie, ça passe par tout un tas de documents qui ont été pensés, des dynamiques de travail qui ont été mises en place. Et du coup, petit à petit, voilà, elle est née en 2003. Et puis aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'être dans le bureau de cette fédération pour travailler autour de la communication aussi de notre profession et puis surtout dans un but de réglementer tout ceci pour les patients d'abord en fait parce qu'aujourd'hui ça peut être aussi inconfortable voire dangereux de se retrouver face à une personne qui se dit thérapeute, un musicothérapeute pour le coup, et qui n'a aucune formation de musicothérapie. Quel danger peut vivre ou avoir un patient s'il se dirige vers un musicothérapeute qui n'est pas réellement un musicothérapeute? Quand on ne maîtrise pas les effets que peuvent avoir le sonore sur les impacts que peuvent avoir le sonore sur le corps ou le psychisme d'un patient, quand on n'est pas formé à observer les réactions du patient, du coup, on n'est aussi pas formé à l'aider si jamais il y a une réaction qui est mal accueillie, si jamais il y a quelque chose qui est difficile pour lui. Moi, dans ma pratique, vraiment, tout part du bilan psychomusical. C'est-à-dire que ce que j'observe pendant le bilan psychomusical, ça va être ma ligne de conduite pendant tout l'accompagnement du patient. C'est-à-dire que vraiment, je vais pouvoir, pendant ce bilan, le mettre dans certaines situations par petits moments et je vais me rendre compte si c'est adapté ou pas pour lui. Et du coup, ce qui n'est pas adapté pour lui, ben, je ne vais pas l'utiliser après parce que je vais éviter justement la mise en danger. Et moi, je dis toujours très schématiquement, mon métier de thérapeute, c'est pas d'ouvrir les portes du patient. Mon métier de thérapeute, c'est l'accompagner, être à côté de lui sur son chemin. Et du coup, s'il veut ouvrir une porte, je vais aller avec lui. Mais c'est pas moi qui vais faire le mouvement d'ouvrir la porte. Et du coup, on se rend aussi compte qu'avec le sonore, on peut aller toucher des choses qui sont très intimes chez le patient. Et du coup, c'est là pour moi que la mise en danger peut être une véritable mise en danger. C'est-à-dire que si on ne se rend pas compte, si on n'a pas conscience de l'impact de ce qu'on utilise avec lui, ça veut dire qu'on ne va pas voir qu'il y a une mise en danger. Ça veut dire que, pour donner un exemple peut-être un petit peu plus concret, une personne qui ne verbalise pas, à qui on va passer un extrait de musique. Et puis, on ne connaît pas son histoire, on ne connaît pas son rapport à la musique. Et puis, ben, par malchance, on va tomber sur un extrait, une musique qui a une importance énorme dans son histoire de vie, mais pas de manière positive. Voilà. On va lui passer, donc ça veut dire qu'on va mettre le patient, on va lui ramener, on va le ramener à ce souvenir, à cette période de vie qui est difficile, qui peut être lourde de conséquences aussi. Et du coup, il verbalise pas. On va pas forcément voir sur son visage parce qu'on n'a pas été formé. Du coup, on va pas pouvoir observer qu'il y a un mal-être, qu'il y a quelque chose de compliqué pour lui. Et puis, il va avoir un petit rictus, un petit sourire en fin de séance parce que, ben, voilà, le sourire aussi, c'est un bon mécanisme de défense. Et du coup, il va partir de chez nous, de notre séance, avec ça. Donc, on l'aura mis dans une condition très difficile. On n'aura pas pu le voir parce qu'on ne le savait pas.
Et du coup, on va le laisser repartir avec ça. Et du coup, après, les conséquences peuvent être dramatiques aussi pour lui. Quelle est la place du musicothérapeute aujourd'hui dans une équipe médicale en France? Eh bien, je dirais qu'en fait, c'est le musicothérapeute qui crée en fait qui crée sa place, qui fait sa place dans une équipe à l'heure actuelle. Ça dépend tellement. Il n'a pas de place par définition, puisque c'est une profession qui n'est pas reconnue. Par contre, le gros paradoxe, c'est qu'on n'est pas reconnu en tant que musicothérapeute. Par contre, la musicothérapie est recommandée pour tout un tas de pathologies en France, puisqu'elle est recommandée par la Haute Autorité de Santé dans pas mal de recommandations des bonnes pratiques professionnelles, dans pas mal voilà. Donc c'est tout le paradoxe en France, mais c'est comme ça. Donc du coup, le musicothérapeute dans une équipe pluriprofessionnelle, il n'a pas nécessairement de place. C'est à lui de l'inventer, de la créer et de prendre une place qui sera la sienne parce qu'il est lui. Et si c'était un autre thérapeute, il aurait forcément une autre place. Donc voilà, c'est un peu le côté très très inconfortable qui se passe actuellement pour les professionnels en France. C'est que il faut faire preuve d'imagination, de créativité et faut être têtu, faut pas lâcher. En fait. Alors Émilie, combien d'affiliés aujourd'hui à la Fédération de musicothérapie? Aujourd'hui, le 19 novembre 2020, il y a 275 affiliés à la Fédération française de musicothérapie. D'accord, donc est-ce que c'est peu ou c'est beaucoup? Alors, c'est peu. Quand on voit, enfin, moi, j'ai aucune idée du nombre de musicothérapeutes qu'il peut y avoir en France, mais quand on fait un calcul très simple, au niveau de la Fédération française de musicothérapie, il y a 5 organismes de formation qui sont reconnus et agréés. Donc, ça veut dire que tous les ans, ils forment et ils certifient et ils diplôment des musicothérapeutes. On peut se dire que, allez, si on part sur une moyenne de 20 par an par école, ça veut dire qu'il y a 100 musicothérapeutes qui sont prêts à exercer chaque année, reconnus par ces 5 organismes-là. Et nous, on ne gagne pas 100 affiliés par an. Donc, voilà, c'est peu par rapport au nombre de diplômés. Je pense que la fédération, en tout cas, c'est la dynamique qu'elle a engagée. C'est vraiment une dynamique de communication. Je pense que la Fédération française de musicothérapie gagnerait à être davantage connue du grand public et connue des musicothérapeutes, parce qu'elle n'est pas forcément connue non plus de tous les musicothérapeutes. Bah, on comprend mieux là en t'écoutant le travail qu'il faut, le travail de solidarité entre professionnels pour pouvoir donner un nouveau souffle, on va dire, à la musicothérapie et rendre ce statut reconnu. Mais moi, je suis confiante là depuis que j'ai fini les études jusqu'à aujourd'hui, ça évolue énormément. Et d'où me vient la question, comment pour toi, comment tu vois la musicothérapie dans 20 ans? J'espère, je ne la vois pas parce que je n'ai pas une vision aussi lointaine et j'ai beaucoup de mal à me projeter aussi loin. Par contre, ce que je souhaite à la musicothérapie dans 20 ans, si elle nous entend, c'est que ce soit une profession qui soit réglementée. Voilà. Alors, non pas pour les professionnels, parce qu'on se rend compte que quand on est formé et qu'on a un bagage, et voilà, on arrive à travailler en tant que musicothérapeute, parce qu'on dégage aussi une certaine confiance en notre profession et en notre métier, puis on maîtrise ce qu'on fait. Mais par contre, pour les patients, moi, je souhaite que l'usage du titre soit réglementé, vraiment pour qu'il n'y ait plus de mise en danger de potentiels patients dans le besoin et fragiles, comme ça a pu être le cas pour les psychothérapeutes, par exemple. Merci beaucoup pour ces explications. Merci beaucoup, Émilie, pour cet entretien rapide, juste pour te connaître mieux. Et voilà, je suis vraiment contente de nos échanges et je souhaite le meilleur pour toi et pour l'avenir de notre métier. Merci à toi, Béa, surtout de t'engager aussi
à nos côtés dans la communication autour de notre profession. C'est important et merci à toi. C'est précieux. Merci, Émilie. Au revoir. Au revoir.